Eh bien, dans un monde où la transmission est de plus en plus complexe entre héritiers, biens, dettes et même conflits, il est important de mettre aujourd'hui sur la table des discussions un sujet qui appelle à la liberté, à la confiance et surtout à la paix pour ceux qui restent. Un sujet, bien sûr, à la fois sérieux et essentiel et aussi complexe et pourtant souvent négligé. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous sommes mardi aujourd'hui et c'est le mardi du droit à vous proposer dans cette émission. Nous allons avoir, bien sûr, ceux-là même qui vont agrémenter ce beau moment. Et aujourd'hui, avec l'interview du matin, ce sera l'exécuteur testamentaire. Qui est-il et qu'est-ce qu'il fait? Le pourquoi de sa présence, bien sûr, dans généralement des situations dans nos familles, chez nous à la maison, même aussi dans nos entreprises. On en parlera dans cette émission. Et puis, il faut le dire en somme, hein, qui est le gardien de votre dernière volonté? Questions, mais réponses aussi avant 8 heures. Alors, Renaud, pour démarrer, parce qu'on aura forcément l'intégrale de la revue aujourd'hui. Très cher, bonjour. On est mardi, bonjour. C'est mardi aujourd'hui, oui. Docteur Amidou Touré, hein, qui va en même temps venir. Hein, de deux choses l'une. On va parler, bien sûr, de beaucoup de choses. Oui, d'accord. Combien de... on a 6 titres aujourd'hui. 6? Oui. Ah, inspiration, hein? Oui, on est mardi et puis c'est le dernier mardi de la saison. Non, oui. Non, tu peux répéter. Voilà, on jette tout, quoi. Non, tu as dit quelque chose de ça. Le dernier mardi de la saison. Ah, c'est le dernier mardi. Donc, on jette tout aujourd'hui. Pour pas que quelqu'un casse tout au pays. Oui. Petite information, piqûre de rappel, vous le savez. Hein? C'est la dernière semaine de Matin Bonheur. Donc, accrochez-vous, hein, parce qu'on sera ensemble, n'est-ce pas? C'est à fait. Docteur Amidou Touré. Sandrine Adon. Sandrine Adon, j'aime bien ce tissé, là. Hein? C'est de quelle région on s'installe en même temps? C'est de quelle région? On ne sait pas? En tout cas, ce n'est pas d'Azopé. Oui, non, ce n'est pas d'Azopé. Je pense qu'on va essayer de chercher, de savoir... Docteur Amidou Touré, vous n'avez pas une idée de... Ben non, je pense que c'est joli sur elle. Donc ouais. Merci. On va demander à... Simple et efficace. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la beauté, c'est dans la simplicité. Ouais. Hein? La beauté, ce n'est pas dans tout ce qui est affriolant, tout ce qui est... Mais j'aime bien. Je pense qu'on va chercher. Pour ceux qui nous regardent sur la page Facebook de la RTI, de RTI1 et aussi de Matin Bonheur, vous pouvez mettre en commentaire, bien sûr, si vous connaissez le nom de... Pour moi qui suis à côté, ouais. Le tissu ressemble au sac de jute. Le sac qu'on utilise pour le cacao, le café. Ouais. Bon, je ne sais pas si je me trompe. Ok. Bon, comme elle me met, c'est pas d'où ça vient. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, ça. J'ai trouvé ça beau. Ah non, mais c'est mignon. Ouais, c'est mignon avec la broche là. Hein? Ah, c'est Sandrine Adon. Hein? On est en train de la... On pense qu'on est en train de la mettre... de fait qu'elle soit relax pour son sujet, mais pourtant, si on la touche tout de suite, là, elle va démarrer en même temps. Hein? Aujourd'hui, c'est l'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire. On le connaît. C'est juste que le nom peut paraître un peu... Voilà, ouais. On sait de qui il s'agit. Les tontons à qui on confie la gestion de nos biens quand on ne sera plus là. Bien sûr. Pas la gestion, mais à qui on demande de permettre que nos volontés soient respectées. Voilà, parce que c'est cette nuance-là. Et souvent, on se demande si les tontons qui ne l'exécutent pas toujours. Voilà. Comment? Les tontons qui ne l'exécutent pas toujours pour certains. Ben oui. Justement, ça arroge beaucoup de droits. Est-ce qu'ils en ont le droit ou pas? Voilà, c'est de tout ça dont on va parler tout à l'heure. On va parler de vous. On va parler des comportements que vous avez lorsque on va dire les gens ne sont pas là. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà. Il y a des personnes qui décèdent, qui ne sont plus de ce monde, qui laissent des choses. Et puis, il y a cet exécuteur, hein, le tonton ou bien la tantille. On laisse les enfants. Comment? L'ami même, ça peut. L'ami, ah ok. Voilà, ça peut aller jusqu'à là-bas. Voilà, ça va très On parlera de vous. Hein, aujourd'hui, c'est le dernier mardi, donc imaginez ce qu'elle va dire sur vous. Hein. Alors, donc, on aura 6 informations pour l'intégrale aujourd'hui. C'est cela. L'essentiel de ces infos? Bon, le congrès le deuxième congrès du RHDP. Oui. Voilà, on ne cessera d'en parler, puisque, bon, on est dans la mouvance là, du congrès. Bon, le truc, comme on dit, la fumée n'est pas encore retombée. Donc, on va continuer à en parler. Et puis, on va parler aussi des journées de la fonction publique, journée mondiale hein, de la fonction publique qui ont eu lieu hier. Et à cette occasion-là, la ministre d'État, Anne Désiré Lotto, a produit un communiqué. Et puis, on va parler aussi du secteur pétrolier et gazier de la Côte d'Ivoire qui s'organise. Et l'État ivoirien a décidé de se doter d'un plan directeur. Et puis, on va parler, bien évidemment, on va aller à Abuja, au Nigeria, pour parler de l'élection du nouveau président de la CEDEAO et d'autres sujets encore qu'on va traiter comme, bon, je veux dire, tout à l'heure, on en parlait, docteur Touré, moi, l'Africa Sport,
qui retombe dans ses travers. Il y a une nouvelle crise qui est en train de couver dans ce club mythique-là. C'est vraiment dommage, mais bon, ça fait l'actualité aussi, donc on en parle. Les Oyer. Bon, docteur Touré, il a dit, c'est l'information que je voulais donner. Ah, ok. Docteur Touré, qui est un supporter de l'Africa. Nous souffrons. Supporter Mazo. Voilà. Ouais. Difficile de monter en première division. Bah, on prolonge le séjour en deuxième division. Mais encore une autre crise, à l'intérieur de la crise de la montée, ça fait trop. Oui. Bon, c'est vrai que je n'ai pas envie de demander, mais pourquoi vous n'arrivez pas à monter en première division? Mais bon, je sais que... C'est toutes ces crises-là. Bon, c'est toutes ces crises-là. Je veux dire, quand l'environnement est pollué sur le terrain, voilà, ça a des répercussions sur les résultats. Oh là là, bon, c'est pas bien grave. Hein? Bon. Faites tout pour être premier de la deuxième division. Hein? C'est ce qu'on fait, mais c'est difficile. Depuis un moment donné, c'est difficile. Hein? Non, mais bon. Il y a eu la montée-descente. Oui, la montée-descente. Bon, c'était rapide. Il y a eu cet épisode-là aussi, franchement, avec l'ascenseur émotionnel que ça a dû susciter au sein du club. En tout cas, on vous a accompagné. Je pense qu'on était dans une période de matin bonheur, non? Oui, on vous a accompagné, et puis un coup, bon. Nous-mêmes, on a eu entendu, bon, c'est bon. On va arrêter de parler de... Avec cette auto-crise, on a bien peur qu'on se retrouve en troisième division. Non, pas jusqu'à là. On souhaite vraiment que tout se passe bien et que vraiment tout aille mieux. Et puis qu'on arrête de faire des histoires. On a écrit l'une des plus belles pages quand même du football ivoirien. Quand même, l'Africa. On doit redorer ce blason en remontant. Oui. Avec beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup d'efforts parce que c'est la crise. Voilà, maintenant, voici le programme. Le programme, ce n'est pas l'Africa Sport. Hein. Le programme, c'est l'intégrale et c'est le droit de la famille. Aujourd'hui, ça sera l'exécuteur testamentaire. On a un gagnant du challenge matinal que nous allons recevoir aussi entre-temps, bien sûr, pour vous donner la véracité de ce que nous exposons ici tous les jours. Allez, on marque une pause avec la réalisation conduite par Gerson Boussou et toute son équipe et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Pour ce numéro de votre magazine, nous vous conduisons dans la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette région est aujourd'hui en pleine transformation grâce à la détermination et au dynamisme d'une jeunesse qui entreprend. Le gouvernement ivoirien m'a boosté à croire en moi et à mes rêves. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé 500 000, on doit lui dire qu'il sera financé 1 million. Et un entretien exclusif avec M. Photo Ange. Il est sous-directeur en charge de l'évaluation financière à l'agence Emploi Jeunes. Nous encourageons vivement l'entrepreneuriat des femmes. Et de ce point de vue, l'agence Emploi Jeunes met au cœur de son approche l'accompagnement des femmes. Ça se traduit premièrement par un quota qui est systématiquement fixé sur toutes les initiatives de financement. Donc, à minima, c'est au moins 30% de bénéficiaires qui doivent être des femmes. Je vous donne rendez-vous ce mercredi 25 juin à 20h50 sur RTI 1. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Touré. Bonjour, docteur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon, malgré les soucis à l'Africa, on est obligé de faire aller. On n'a pas le choix. Allez, on démarre avec vous aujourd'hui avec le deuxième congrès ordinaire du RHDP qui a répondu à toutes les attentes qui avaient été placées en lui. Oui, ben, ce deuxième congrès ordinaire était placé sous le leadership du président Alassane Dramane Ouattara, qui a accepté
par responsabilité, de rester à la tête de son parti, le RHDP. Mais en même temps, l'espoir a été un peu déçu parce qu'on attendait qu'il dise s'il était candidat ou pas. Je crois qu'il a différé sa réponse. Et donc, on attend les jours à venir qu'il nous dise quelque chose. Bon, je pense que ce n'était pas le lieu, vraiment, avec cette ferveur, cette mobilisation massive et populaire, ce n'était pas le lieu de dire s'il était candidat ou pas parce qu'il pouvait avoir des déçus et ne sait-on jamais ce qui pouvait se passer à l'intérieur du stade Aïbimpe. Et donc, tout ça, donc, le RHDP, autant pour moi, déploie toute sa machine et donc réaffirme son ambition de briguer la magistrature suprême avec son candidat. Voilà. Ben justement, le candidat qui n'est pas encore connu, parce que le chef de l'État, en parlant d'attente, n'a pas répondu à celle-là. Voilà, il a dit que, vous l'avez dit, il diffère sa décision. Il a dit qu'il allait prendre un temps de réflexion et puis dans quelques jours annoncer sa décision. Il a dit... je vous ai entendu. Entendu, oui, c'est bien cela. C'est ce qui affiche Fraternité Matin sa une. Et je vous ai compris. Oui. Alors, nous savons que quand De Gaulle a dit « je vous ai compris », la guerre a duré 8 ans. Oui. Bon, je vous ai compris ici. Oui. Donc, c'est pour quelques instants, puisqu'il diffère sa réponse. Et bon, donc, tout le monde est suspendu aux lèvres du président du RHDP. Et surtout que constitutionnellement, il a encore le temps de donner sa réponse, parce que je dis c'est bientôt que les dépôts de candidature seront faits au niveau de la commission électorale indépendante. Au 26 août. Et donc, il a encore une marge de manœuvre pour pouvoir donner sa réponse. Et comme vous le constatez, les paroles d'Alassane Ouattara sont rares. Et donc, finalement, le silence, il en a fait un modèle. Et donc, quand il prend la parole et quand il dit, c'est une parole d'autorité qui s'impose à tout le monde. Si vous avez remarqué, le fait qu'il parle peu, il a aussi craint par ses adversaires que par ses partenaires et ses supporters. Mais justement, en parlant de la parole du chef de l'État, il avait dit déjà à l'occasion du message de fin d'année, en début d'année 2025, le 31 décembre 2025, non, plutôt à la cérémonie de présentation des vœux, avec les corps constitués qui se sentaient en pleine forme pour continuer à servir son pays. Et là, il dit qu'il attend de se donner un temps de réflexion. Bon, comme l'avait dit la parole du chef de l'État. C'est aussi stratégique. C'est aussi ça. Bon, c'est tout ça la politique. C'est tout ça la politique. Voilà, et surtout, il faut noter que ses partisans sont repartis, pour certains, un peu déçus, mais ils attendent. Ah oui, c'était pas le lieu. Oui. Ouais, c'était pas le lieu. Mais en fait, c'est ce qui était attendu, justement. C'est ce qui était attendu à l'occasion de ce congrès. Oui. Voilà. Même si le pré-congrès avait plébiscité, donc ils s'attendaient tous à un oui. Et comme si on le voit lorsqu'il faisait le discours de l'État de la Nation, on attendait également qu'il se prononce, et là il a encore différé. Voilà. Donc, comme disait quelqu'un, c'est le grand maître de l'horloge politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il prend son temps, il analyse, et parce qu'il a 83 ans. Voilà. Et donc, il prend le temps aussi de voir est-ce qu'il y a des successeurs. Il a dit qu'il y a une douzaine. Voilà. Qui choisit. Mais tout ça, c'est le jeu politique, et Alassane Ouattara nous fait languir. Oui, il nous fait languir. Et avant, justement, cette apothéose du congrès qui s'est tenu au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, il y a eu le premier jour, le samedi 21, où il y a eu les travaux scientifiques, au cours duquel, bien évidemment, quitus a été donné pour que le président de la République demeure le président du RHDP. Et il a ça, c'était au Parc des Expositions. Oui, et il a accepté. Il a accepté publiquement, par responsabilité. Voilà. Donc, il demeure, il reste encore le grand maître du RHDP. Et donc, selon les comptes rendus, cette activité sur les 2 jours aura mobilisé plus de 110 000 personnes, parce que 10 000 le samedi au Parc des Expositions et plus de 100 000 selon les décomptes qui ont été faits. On peut dire que c'est dans la ferveur populaire que ce congrès s'est tenu. Oui, l'ambition, c'était de remplir aussi les deux espaces. Et donc, c'est la mobilisation massive et populaire du RHDP qui a déployé toute sa machine pour faire comprendre aux autres en face qu'ils sont là, qu'ils demeurent. Ils ont encore l'ambition de rester au pouvoir. Et c'est aussi cela la politique, le rapport de force. Et le rapport de force qui a été véritablement démontré à l'occasion de ce 2e congrès ordinaire qui a enregistré quelques petits couacs, on pourra le dire, avec des blessés et 4 décès selon la presse. Ah oui, bon... D'abord, tous ceux qui venaient sur l'autoroute, il y a eu un accident grave. Ensuite, à la sortie, bon, les bousculades, ce qui est souvent dommage. Voilà, bon, c'est donc la petite
j'allais dire, tâche qui est venue vers endeuiller un peu cette ferveur politique. Et justement, Maître Adama Kamara, qui était aux côtés des victimes et qui a dit que le RHDP ne lâcherait jamais ses militants et qui a manifesté le soutien du parti aux parents des victimes et qui a dit que le RHDP prendrait en charge les frais des funérailles de ceux qui sont décédés. Oui. Et justement, on ne va pas rester sur cette note négative. Ce qu'on va retenir, c'est que le deuxième congrès s'est bien passé et que la mobilisation a été bien évidemment au rendez-vous. Allez, on parle d'autre chose. Docteur, on va parler des journées mondiales de la fonction publique qui sont tenues hier. Oh oui, bon, écoutez, la fonction publique en Côte d'Ivoire, nous, on sait ce que c'est. Avec tout ce qu'on peut dire sur cette fonction publique aujourd'hui, la fonction publique, dans sa phase de modernisation, est en train de décrire une nouvelle page de la fonction publique ivoirienne. Il y a un statut général qui a été déjà qui est sorti et qu'on a vu, et donc qui accorde beaucoup de priorité aux travailleurs ivoiriens, le profil des carrières, etc. Et quand on marque une journée mondiale pour célébrer la fonction publique, il y a quoi de plus normal qu'il y ait une grande manifestation pour montrer ce que la fonction publique ivoirienne est. Et justement, les journées de la fonction publique au niveau national, qui démarrent demain, voilà, qui vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et la ministre Anne Oloto, au nom du gouvernement, vous l'avez dit, a salué les efforts quotidiens et constants de tous ceux qui œuvrent justement dans l'ombre au rayonnement de la fonction publique ivoirienne. Ah oui, ils sont nombreux, tous ceux-là, ils sont nombreux. Vous savez que notre fonction publique, c'est vrai que les uns et les autres la critiquent, mais il faut savoir que c'est des gens de l'ombre qui travaillent au quotidien et qui donnent ce rayonnement aussi à la Côte d'Ivoire parce que, figurez-vous que l'École nationale d'administration reçoit des étrangers qui viennent se former, l'ENA qui viennent se former ici. C'est parce que notre ENA, notre formation est une formation de qualité. De qualité, oui. Et justement, la ministre a rappelé les nombreuses réformes qui ont permis, entre autres, la digitalisation progressive des services publics, la dématérialisation des procédures, l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, ainsi qu'un meilleur encadrement juridique de la carrière des fonctionnaires. Des fonctionnaires, c'est ce que je disais tantôt. Il y a tout cet ensemble-là qui montre qu'il y a une véritable modernisation de la fonction publique. Ce n'est plus cette fonction publique des années 1960, 70, 80. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle phase, à une autre dynamique, une autre vision impulsée à la fonction publique pour que vraiment le travailleur ivoirien, le fonctionnaire ivoirien se sente à l'aise, se sente bien. C'est pour ça qu'il y a les profils de carrière. Vous voyez qu'aujourd'hui, les concours professionnels appellent beaucoup de fonctionnaires. Il y a ce glissement catégoriel qui permet. Voilà, on n'est pas fonctionnaire pour devenir très riche, mais quand même, on a... La fonction publique, ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour servir la nation. Voilà. Justement, mais on a le substantiel. Justement, et pour continuer à envoyer ce message de modernisation et surtout ce message d'engagement de la fonction publique, la 5e édition des Journées de la fonction publique vont se tenir du 25 au 28 juin 2025, donc ça démarre demain. Ça démarre demain. Et ça sera sous le thème « Bilan et perspectives des actions de transformation du service public ». Allez, on passe à un autre sujet. On va parler du secteur pétrolier et gazier de la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire qui se dote d'un plan ambitieux pour pouvoir justement continuer à bien tenir ce secteur-là. Ah oui, c'est justement pour ça qu'il y a cette inauguration du Pétrolier Holding. Voilà. Et ça, tout ça, c'est pour repositionner la Côte d'Ivoire comme un hub énergétique dans la sous-région. Et cela permet aussi de créer un plan directeur, c'est de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait. Et ce plan directeur permet quand même à la Côte d'Ivoire de demeurer et de rester vraiment ce hub énergétique. Oui, qu'il entend devenir aussi. Il entend devenir, voilà. Il entend devenir. Et puis si vous remarquez, cette inauguration montre qu'il y a au moins, il y a une forme de modernisation et ça reste aux standards internationaux et ça accueille au moins 40 000 tonnes. Voilà. C'est dire que la Côte d'Ivoire est lancée et tout ça se fait sous la vision et la supervision du président de la République. Pour dire que tout simplement, dans ce secteur, les gens sont au travail. Et justement, ce document de référence qui, selon l'expression, va tracer une trajectoire claire avec pour ambition de positionner le pays, comme vous l'avez dit, un hub énergétique. Et justement, les nombreuses réformes qui ont été entreprises dans le secteur pétrolier et gazier ont permis justement de repositionner la Côte d'Ivoire avec les nombreuses découvertes aussi qui ont été faites de champs pétroliers et gaziers pour permettre à notre pays, comme vous l'avez dit, d'être ce hub-là.
Oui, bon, écoutez, c'est comme d'autres pays qui sont bénis par la nature et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Effectivement, il y a ces découvertes-là qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir des visions à long terme, pouvoir travailler, sortir la Côte d'Ivoire de cette souffrance énergétique et en faire vraiment un pôle et que d'autres viennent ici s'approvisionner. Voilà. Et surtout qu'on est aujourd'hui dans les standards internationaux. C'est bien cela. Voilà, donc, ça régénère de l'emploi, facilite également l'approvisionnement. Je pense que la Côte d'Ivoire est sur de bons rails. Et justement, ce plan directeur entend aussi mettre en place plusieurs investissements. La plupart de ces investissements, selon le ministre Sangafoua Coulibaly, qui est cité par l'expression, eh bien, seront essentiellement portés par le secteur privé, avec une contribution significative également du secteur public. Oui, je pense que le plan est vraiment ambitieux. Le plan directeur mis en place est vraiment ambitieux et trace la vision de la Côte d'Ivoire dans le secteur énergétique. C'est bien cela. Allez, on parle d'autre chose. C'est que, docteur, on sort du secteur gazier et énergétique pour parler du secteur de la radiodiffusion. Et il y a eu la 16e Assemblée Générale de l'UA ici à Abidjan. Ça s'est tenu au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Et à cette occasion, eh bien, le Premier ministre Robert Begré Mambé, justement, a appelé une mobilisation collective pour relever les défis des médias africains. Oui, il a lancé un cri d'alerte en dénonçant l'anarchie informationnelle. Et vous remarquerez que même le ministre de la communication... Oui, qu'on voit ici à l'image, avec le directeur général de la RTI aussi et le Premier ministre Robert Begré a même dit qu'il faut... il a insisté sur le fait qu'il faut revoir le modèle de diffusion, de gouvernance, de programmation. Et pour ne pas oublier également... le directeur général de la RTI, qui lui aussi a dit que les médias doivent être aujourd'hui au service du développement et de la culture. Et donc voilà, tout cet ensemble-là, vous voyez que il y a le numérique en tant que tel a pris du pas et que les médias africains doivent se réinventer pour ajuster leur contenu, mais surtout... Et pour continuer à exister aussi à cette ère du numérique. Oui, à cette ère du numérique. Voilà, réajuster, revoir son modèle économique également, voir des financements hybrides, etc. Mais aussi et surtout le contenu. Et puis, il faut revoir la ligne éditoriale, etc., un certain nombre de choses. Il y a un chantier assez vaste et donc la radiodiffusion doit véritablement se réinventer dans cet univers numérique pour avoir sa place. Justement, et maîtriser aussi les technologies nouvelles qui puissent permettre à ces radios de migrer vers de l'analogie au numérique. Et justement, cette 16e Assemblée Générale de l'UA qui a été organisée de main de maître par la RTI, qui était le média hôte, justement, et le directeur général de la RTI, qui est revenu aussi sur la pression qu'exercent les médias internationaux, qui sont disponibles ici sur le continent africain. Cette pression-là qui met à mal les médias locaux. C'est la guerre de contenu. C'est la guerre de contenu. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'ils nous donnent et qu'est-ce que nous avons en retour. Donc c'est la guerre des contenus. Donc il faut que ces médias en Afrique revoient leurs contenus éditoriaux. Leur positionnement éditorial doit être capable de rivaliser avec les médias internationaux. Et donc cela demande beaucoup de moyens parce que les médias internationaux nous envahissent. C'est vrai que notre espace audiovisuel est ouvert et donc tout le monde est présent, mais comment à l'intérieur nous rivalisons avec question de contenu, question de positionnement éditorial pour donner le meilleur, pour montrer que ici aussi en Afrique, on est capable d'être une presse, j'allais dire, parésiatique, avoir le courage de dire la vérité. Et justement, l'une des solutions proposées par M. le directeur général de la RTI pour justement surmonter toutes ces difficultés, c'est que les médias africains coopèrent justement à travers plusieurs leviers qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir faire justement barrière à toutes ces invasions de médias étrangers qui viennent choper, si on pourrait le dire, l'audimat et tous les marchés qui sont disponibles sur le continent. C'est le lieu aussi de valoriser les contenus locaux. C'est ce qui va faire la différence. Et donc du 19 au 20 juin, c'était au Sofitel Hôtel Ivoire et les équipes de la RTI ont fait un travail formidable. Ce sont elles qui ont retransmis tout ce qui s'est passé là-bas. Allez, on chute, docteur, avec le nouveau président de la CEDEAO qui a été élu il y a peu. Il s'agit du président sierra-léonais Julius Maada Bio.
Oui, Julius Maada Bio est réélu dans un contexte qu'on connaît, la CEDEAO, contexte tendu. Il remplace à ce poste le Nigérian Bola Tinubu. Et pour une fois, il faut dire également qu'il y a une rupture de la tradition au niveau de non écrite quand même qui existait. Un francophone cède la place à un anglophone, un lusophone. Mais cette fois, le président sénégalais qui était vraiment en pole position, qui était le favori, Bassirou Diomaye Faye, n'a pas été désigné. Et c'est pour la première fois qu'un anglophone succède à un autre anglophone, ce qui a fait que le huis clos était un peu tendu avec un climat pesant. Mais toujours est-il que c'est la CEDEAO qui sort vraiment avec les honneurs. Alors, on a pu passer ce cap, et ce n'était pas écrit, mais bon, il y a une alternance tout de même. Voilà, il y a une alternance, c'est ce qui est important. Mais ce qu'il faut ajouter également, c'est que Julius Maada Bio, comme il le dit si bien, il y a 3 piliers qu'il défend. Pour lui, dans ses priorités, c'est la réinstauration, par exemple, de l'ordre constitutionnel dans ces pays fragilisés. L'intégration économique. La lutte contre le terrorisme aussi. Voilà, le terrorisme, parce qu'il dit que l'espace ouest africain est un espace, est un carrefour où il y a de nombreux défis, notamment l'insécurité, j'en passe et j'en oublie. Et justement, le nouveau président qui arrive au moment où les 3 pays qui forment désormais le bloc de l'AES vont se retirer définitivement. Et c'est à la fin du mois de juillet que ce retrait va être effectif. Donc il y a une commission qui sera mise en place. Mais il arrive dans un contexte un peu compliqué quand même. Oui, compliqué. La CEDEAO qui était à 15 passe à 12 aujourd'hui. Passe à 12. Donc il faut repenser les choses à 12 et puis voir comment est-ce que tout ce qui appartient à la CEDEAO qui se retrouve dans ces pays qui sont partis, comment négocier quelques accords avec eux pour une rétrocession. Justement, et donc le président nigérian aussi qui part avec ce boulet-là, voilà, presque un os dans la gorge du retrait des 3 pays, et on retiendra que c'est sous sa présidence que cela est arrivé. C'est sous sa présidence que cela est arrivé, bon, malheureusement, parce que son voisin le plus immédiat également, le Niger, voilà, s'est retiré aussi. S'est retiré au dernier moment. C'est dire que, bon, il parle de l'une réinstauration de l'ordre constitutionnel. Alors que déjà, quand on regarde bien, ces 3 pays, l'ordre constitutionnel n'a jamais été respecté. Donc ils sont partis. Je me demande comment on fera. Peut-être que c'est dans les 12 pays qu'il faut penser pour dire que... il y a ce que l'ordre constitutionnel ne soit pas brisé. Justement. Allez, docteur, bon, là c'est le dernier titre maintenant qui nous intéresse. On va parler de votre club de cœur, l'Africa Sport, qui retombe dans ses travers. Bon, à quand la fin des crises à l'Africa? Il y a une instabilité chronique à l'Africa Sport. Encore au moment où l'Africa est incapable de monter en première division. 2 années consécutives, l'Africa échoue au pied du podium. Ça va faire 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans. Bon, avec la nouvelle saison qui va s'ouvrir bientôt. C'est difficile. Et encore, il y a un tsunami. Voilà, Zéhi, Sébastien et quelques membres associés des clubs de supporters veulent créer une transition, un comité de contrôle. Et donc, pour dire que déjà, c'est pour chasser au Kyoto et à Narcisse, je pense que c'est une crise de trop. Il faut qu'à l'Africa, on s'asseye, qu'on regarde autour de nous comment fonctionnent les autres clubs. Et ce qui est important, c'est que l'Africa doit retrouver l'élite. Mais l'élite avec tout le monde, supporters, membres, dirigeants, etc. Tous ceux qui œuvrent au bonheur de ce club. Il faut taire les divergences et puis après organiser dans les règlements et statuts clairs et nets, organiser un congrès électif. Mais justement, il y a une assemblée générale qui est prévue pour pas longtemps. Mais bon, le contrôleur général, donc M. Zéhi Sébastien, a décidé de convoquer les membres associés des comités de supporters pour justement, selon eux, dénoncer la crise qui prévaut en ce moment au sein de l'Africa. Parce que, bon, crise, il y en a au niveau sportif. Mais est-ce qu'au niveau administratif, il y a une crise? Bon, est-ce que c'est le cas? La raison qui a été évoquée, c'est que le contact, sinon les échanges entre la direction de l'Africa et les comités de supporters ont été rompus depuis très longtemps. Donc, selon eux, c'est ce qui expliquerait les résultats négatifs du club. Bon, moi, je pense que les résultats, c'est sur le terrain. Voilà. Et l'Africa a pour habitude de brûler ses présidents.
Ah, si vous Bon, ça, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà, Oui. de brûler ses présidents. Je pense qu'aujourd'hui, ça tombe sur, malheureusement, Kyoto Narcisse, Kyoto qui est un Narcisse, oui. véritable produit de De l'Africa, Sport. oui. Voilà, Ancien joueur de l'Africa aussi. Oui, c'était le libéraux en Oui. son temps. On n'était pas défenseur central. C'était le libéraux des charmes de l'Africa, de l'équipe nationale, etc. Oui. Et qui revient, qui reprend l'Africa. Je pense qu'il faut laisser tomber les égos et puis permettre au club de se retrouver. Il faut avoir une équipe forte autour du président et laisser tomber toutes ces petites considérations, œuvrer de sorte que l'équipe puisse monter en première division, retrouver l'élite. Et en ce moment-là, on peut maintenant avoir d'autres ambitions que un remplacement d'un président pendant que ça couvre. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite à l'Africain, de retrouver, bon, on le dit tout le temps, mais bon, on espère qu'un jour ça va finir par arriver. Ça va arriver. Que le calme enfin prévale. La tempête va passer. Bon, la tempête n'a que trop duré. Vraiment. Pour l'heure, il y a des velléités de candidature, justement, pour la présidence de l'Africa, au cas où le président Kyoto Narcisse serait débarqué. Et on note les volontés de candidature de Eric Babou, ancien joueur de l'Africa Sport National, et de Jean-Michel Degna, qui avait été battu par Kyoto Narcisse à la dernière élection qu'il a portée à la tête ça du veut club. tout dire. Hein, s'il y a des candidatures, c'est qu'on ne veut plus de président Kyoto Narcisse. Voilà, donc tout est fait pour qu'il parte. Bon, attendons de voir ce que ça va donner. Bon, on attend de voir et on sera fort de vous en parler dans Matin Bonheur. Allez, docteur, c'est ici qu'on va chuter. Oui. Tout en souhaitant que l'Africa Sport retrouve le calme. Très bientôt d'ailleurs. Allez, merci de nous avoir suivis. On passe le relais à Thierry Ajval pour la suite de Matin Bonheur. Eh bien, c'était l'intégrale de la revue. Merci, docteur. Merci et puis, les souhaits, on a entendu vos souhaits. Hein. Et puis, quand vous êtes un amoureux de l'Africa, vous menez des actions aussi dans ce sens-là pour régler aussi ce... Non, je suis très loin maintenant, je regarde de loin. Je regarde de loin. Je regarde de loin. Les crises successives ont fait que le Dr Touré s'est éloigné de l'Africa. C'est un bon politicien, réponse politique. Merci beaucoup, merci à Renaud. Excellente journée. C'était l'intégrale de la revue dans cette émission. Allez, nous on va poursuivre, bien sûr, parce qu'on a Sandrine Adon, que vous aimez bien, qui est là avec nous aujourd'hui, qui va nous permettre de savoir quel est le rôle exactement de l'exécuteur testamentaire. C'est qui l'exécuteur testamentaire? Ces personnes-là qui doivent bien sûr permettre aux héritiers de bénéficier de ce qu'ils ont droit. Voilà. Elle nous dira au nom de la loi ivoirienne, parce que tout ce que nous disons ici, c'est au nom de la loi ivoirienne. On ne se lève pas comme ça pour parler. Non, 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 non. C'est ça, non? Voilà, ça non, parce que faut pas que les gens pensent que... Non, non, non. Au nom de la loi ivoirienne, on a une experte qui est là pour nous aider à le faire. Alors, la suite avec un gagnant que nous avons dans ce studio qui va venir. Le gagnant du challenge matinal, mais sinon on rappelle aussi une gagnante que nous attendons ici à Sagou, Justine, voilà, qui devra passer bien sûr le jeudi pour récupérer. Sinon après jeudi, vendredi, non, hein. Moi je pars à la maison avec tous les autres lots, hein. J'ai besoin de remplir mon frigo. Hein. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Mettez-vous là, mettez-vous là. C'est monsieur, le micro. C'est monsieur Kofi Loukou Etienne. Monsieur Kofi Loukou Etienne, vous avez joué au challenge matinal, déjà merci. Merci beaucoup. Vous avez répondu à quelle question? Ils ont demandé il y a combien de tribus contre le peuple à Vikam. Oui, oui. Et la réponse était 6 tribus. 6 tribus, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Hein, au nom vraiment de toute l'équipe, on aimerait vous dire merci parce que vous prenez quand même un peu de votre temps. Okay. Hein, pour partir. Vous venez de quel quartier? Je suis à Yopougon, Niangon. Niangon. Oui. À gauche, à droite? À droite. À droite. À Cité-Verte. Ah, ok. Moi, je suis de gauche. Okay. Je suis né à gauche. Ok, ok. Oui, au marché à la descente, là. Oui, je vois. Voilà. Mathurin, viens avec le cadeau de monsieur. Je tiens le micro pour vous. Hein. Voilà. Merci, Mathurin. Tu es gentil comme un poulet rôti. Merci. Alors, il y a tout ce qu'il faut dedans. Hein. Ça sera pour vous, bien ça sera pour madame, bien pour la famille. Bien. Bon, c'est pour la famille. Ah, ok. Sinon, ça fait la deuxième fois que je gagne ce lot. Cette année-là? Non, en 2022. Ah, ok. Voilà, avec Tata Naomi. Ah, oui. Voilà. Mais là, c'est mon époux qui est venu récupérer. Parce que je n'étais pas à la maison ce jour-là. Aujourd'hui, c'est vous-même? Oui. Un petit mot pour Matin Bonheur, et pour toutes les personnes qui nous regardent, là? Bon, je demande à tous ceux qui ont le temps
de faire un effort pour suivre l'émission Matin Bonheur, parce que cette émission nous apporte beaucoup de choses, surtout beaucoup de connaissances au niveau de tous les intervenants. Bien sûr. Voilà, donc j'ai dit merci à Matin Bonheur pour ce lot qu'ils viennent de me donner ce matin. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ouais, mais rapidement, avant de terminer, qu'est-ce que vous avez déjà appris à Matin Bonheur? Qu'est-ce qu'on vous a appris un matin quand vous avez quelque chose qui vous a captivé et tout? OK. Il y a beaucoup de choses. Hein? Oui, il y a beaucoup de choses, et particulièrement les émissions de la dame Sandrine Adon. La star! Voilà, je suis régulièrement cette émission, également pour le diététicien. Oui, Naoum. Voilà. Oui. OK. Je suis ce genre d'émission. Merci beaucoup. Suivez, mais quand même, suivez les conseils aussi. Hein. Il y a beaucoup de conseils qu'on donne. En tout cas, merci beaucoup, très cher Monsieur Loukou. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Donc, allez, on va marquer une petite pause. On espère que vous passez un excellent moment. Hein. Depuis 7 heures, nous sommes ensemble dans le cadre de Matin Bonheur. Aujourd'hui, c'est mardi. Hein. Demain, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Et on va terminer en beauté cette saison 9 qu'on a eu grand plaisir à vous proposer et présenter depuis l'année dernière. Hein. C'est bien cela, l'endurance. Hein. Alors, petite pause. À tout de suite. Le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, et la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, en collaboration avec NS Consulting, informent la population ivoirienne qu'à partir du 1er juin, les agents enquêteurs portant un badge et une tablette sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre, TNT, sur toute l'étendue du territoire national. Pour la réussite de cette enquête, veuillez leur accorder un accueil chaleureux. Info-Line 13 07. Sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, M. Robert Begré-Mambé, le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration organise du 25 au 28 juin 2025 au Palais de la Culture la 5e édition des Journées de la fonction publique. Thème, bilan et perspective des actions de transformation du service public. Au programme, mercredi 25 juin, salle Kodjo et Bouclé. 9h, conférence inaugurale prononcée par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Aoutou Emmanuel Kofi. 12h, esplanade du Palais de la Culture, ouverture des stands et ateliers cliniques. Jeudi 26 juin, salle Kodjo et Bouclé. 9h, zoom sur la fonction publique d'hier à aujourd'hui. 11h, panel 1. Thème, transformation structurelle et culturelle de l'administration publique. 14h, salle Louga François. Décoration des fonctionnaires et agents de l'État. Vendredi 27 juin, salle Kodjo et Bouclé. 9h, table ronde des femmes fonctionnaires. Thème, trajectoire du leadership féminin dans l'administration publique. 11h, panel 2. Thème, climat social et nouveau paradigme de collaboration avec les organisations syndicales. Défis et enjeux. 14h, salle Louga François. Décoration des fonctionnaires et agents d'État. Samedi 28 juin, palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. 10h, cérémonie officielle. Fonctionnaires et agents de l'État. Participez aux Journées de la fonction publique pour valoriser le service public en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. C'est un virage que vous aimez bien. C'est un virage qui va nous conduire jusqu'aux portes de 8h avec Sandrine Adon, notre Sandrine Adon nationale, très attendue tous les mardis, hein, pour décortiquer, bien sûr, tous les sujets. Sandrine Adon, dehors, elle est un peu, pas titillée, je vais dire, mais un peu, permettez-moi le mot emmerdé, hein, approchée, un peu comme pas tout le monde. Certaines personnes me reconnaissent. Et puis bon. Oui, mais en même temps, on explique des problèmes là, en même temps, on fait des consultations. Quelques personnes, oui. Ah bon, là, sur place, là Bon. Les gens ont trop de problèmes. Oh. On a trop de problèmes. C'est compliqué. Oh là là. Allez, jingle, à tout de suite. Alors, ça pourrait être un thème très effrayant, hein? L'exécuteur testamentaire et tout. C'est qui? Alors, l'exécuteur testamentaire, c'est déjà une personne humaine. OK. D'accord. Un homme, une femme, peu importe, mais qui est majeur. OK. Et qui jouit de ses droits civiques, en fait. Donc, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne peut pas librement exercer ses droits ou bien quelqu'un qui souffre, qui est frappé d'une interdiction de paraître. Il y a certaines personnes qui ont été condamnées et on leur dit de ne pas paraître à certains endroits. Donc, si vous choisissez quelqu'un comme ça et que l'endroit où on doit exécuter votre testament se trouve à ce niveau-là, vous voyez que déjà, il y a un problème. Donc, c'est quelqu'un qui jouit de tous ses droits civiques, qui est majeur et voilà, que vous pouvez choisir. Pas besoin que cette personne soit forcément votre frère ou votre sœur ou votre parent, mais une personne majeure, physique,
et qui jouit librement de ses droits civiques. Ok, vous avez répondu en même temps, très chère Sandrine, à ma prochaine question. Ah, d'accord. Qui peut être nommé exécuteur testamentaire? Oui. C'est à notre convenance. Ah, voilà, quelqu'un, en règle générale, quelqu'un en qui vous avez confiance ou quelqu'un pour qui, ou bien à partir de laquelle vous savez que ce que vous voulez ou vos volontés pourront être exécutées librement, normalement et conformément à ce que vous avez prévu. Vous ne serez plus là pour voir. C'est clair. Donc, c'est sûr qu'il faut choisir quelqu'un qui a une certaine probité, quelqu'un qui a une certaine éthique, quelqu'un qui, dans la vie, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne-là. Mais comme c'est laissé à votre libre appréciation, c'est à vous de juger. En tout cas, vous avez eu le temps de regarder. Regardez, voilà. Alors, elle nous dira, dans la mesure où on n'a pas eu le temps de regarder et qu'ils savaient qu'on a un exécuteur testamentaire, on verra aussi ce profil-là. Oui, oui. Oui, mais le problème, c'est que c'est vous qui décidez. Ce n'est pas du tout une obligation. OK. Voilà. Donc, il faut bien faire attention au thème. Ce n'est pas parce qu'il est en train de gérer qu'il s'arroge ce droit-là, ou bien mon oncle me l'a dit, mais mon oncle a pensé qu'à partir de ce moment, on devient exécuteur testamentaire. Il faut avoir un élément qui l'atteste. Merci. Voilà. OK. Et cet élément, c'est? Le testament. Le testament. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à nos cas pratiques. Ça marche. Le testament oral contesté avant de mourir. C'est le libellé. D'accord. Kofi Marcel dit devant son ami Lazare qu'il lègue sa plantation de cacao à son fils cadet Arnaud, parce qu'il a toujours été à ses côtés. Aucun écrit n'existe. Après l'enterrement, le fils aîné Patrice refuse ce partage et accuse Lazare d'inventer ce testament. Que peut faire Lazare? La parole du défunt vaut-elle juridiquement? Alors, la parole du défunt vaut peut-être, mais pas en tant que testament. Au regard de notre loi, on va reprendre ça. La parole d'un défunt, donc quand la personne est encore là, sa parole vaut pour ses dernières volontés. Mais pour que juridiquement on puisse considérer cela comme un testament, il faut qu'il y ait un écrit. Parce que le testament est d'abord un acte juridique, mais écrit. Donc, tant qu'il n'y a pas d'écrit, on ne pourra pas qualifier vos dernières volontés là, de testament au sens du droit. Parce que la question de la preuve sera difficile. Justement, on a l'exemple qui le prouve ici. Comment est-ce qu'on atteste que c'était ce qu'il voulait? C'est clair. Comment est-ce qu'on le prouve? Donc, le testament, il y en a jusqu'à 3 formes qui sont vraiment données. Bon, pour la première, le testament holographe, vous l'écrivez de votre main. Et ça peut produire ses effets à partir du moment qu'on le trouve après votre décès. Ou alors vous partez pour les 2 autres cas, le testament mystique ou le testament par acte authentique, devant le notaire pour le faire. Donc vous avez une certaine garantie parce que le notaire viendra le faire. Mais ici, tant qu'il n'y a pas d'écrit, on ne peut pas parler de testament. Donc le fils, le premier fils qui s'oppose, il a tout à fait raison. Et à partir du moment où il n'y a pas de testament, ce sont les règles de succession normale qui s'appliquent. Et dans les règles de succession normale, les enfants viennent en premier lieu comme le premier ordre de succession. Et dans ce cas-là, on partage tout de manière équitable. On ne dira pas que tel appartient à tel enfant ou telle chose appartient parce qu'il n'y a pas d'élément qui prouve qu'il a fait ou le défunt aurait pu faire un tel acte écrit. Donc malheureusement, celui qui pense être l'exécuteur testamentaire l'a mis en question, il ne l'est pas ici, vu qu'il n'y a pas juridiquement de testament. S'il n'y a pas de testament, on ne peut pas exécuter quelque chose qui n'existe pas. Alors, sur la base de cette parole, qui n'a pas de poids, j'ai envie de dire comme ça, est-ce que, je pèse bien mon mot, qui n'a pas de poids, est-ce que quand même ce fils cadet, Arnaud, est-ce qu'il peut faire appel quelque part? Est-ce qu'il a un recours quelque part possible? Ça, je dirais. Alors, il y a quelque chose que le père a dit parce qu'il a été toujours là. Ou alors parce qu'il aidait dans l'exécution, peut-être dans l'exploitation de cette parcelle-là, peut-être, de ce bien-là. Alors, au niveau du partage, on pourra dire que comme c'est lui qui aide le plus et qui est beaucoup plus proche, il peut demander que cet élément-là lui soit attribué, mais pas sur le fondement d'un testament, en fait. Il a ce recours au niveau du partage de demander que ce bien-là lui soit attribué parce que c'est lui qui l'exploitait la plupart du temps avec le père où il connaissait mieux les rouages sur ce bien-là.
Mais ce n'est pas sur le fondement d'un testament parce qu'il n'y a pas de testament. Donc, en griffe, c'est une petite négociation. Voilà, c'est une négociation, mais c'est prévu par la loi. Voilà, que par exemple, celui qui exploite tel élément puisse avoir une sorte d'attribution préférentielle pour lui. Il veut la totalité, pourtant c'est le seul bien, disons. Il ne peut pas. Okay. Il ne peut pas à partir de ce moment-là, parce que si c'est le seul bien, on devra partager équitablement entre tous les héritiers. D'abord. Bien sûr, parce qu'il n'y a que ça. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres biens, quand on lui attribue ce bien-là, les autres seront floués et lésés. Et quand bien même le père aurait pu faire un testament écrit, donc par ce testament-là, il fait ce qu'on appelle le partage fait par ascendant. Oui. Il partage ses biens entre ses enfants. Il vient à léser un enfant. Ce testament-là pourrait être contesté et révoqué. Merci. On poursuit. Sinon, si on veut rester là, on ne va pas s'en sortir. D'accord, il n'y a pas de problème. L'exécuteur négligent. D'accord. Adam a laissé un testament écrit confiant l'exécution à son frère Mamadou. Mamadou vend la boutique du quartier, commerce sans consulter les enfants et garde l'argent dans son compte personnel. En attendant de régler les dettes, les enfants découvrent cela et s'estiment floués. L'exécuteur a-t-il abusé de son pouvoir? Quel recours pour les héritiers? Alors déjà, il faut savoir que même si l'exécuteur testamentaire a été désigné par le défunt, il peut être démis de ses fonctions par le tribunal en cas de faute grave. Donc, il commet un acte qui va au-delà de ce qu'il doit faire, donc de ses fonctions en griffe. On peut saisir le tribunal pour qu'il soit relevé de ses fonctions. Déjà, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que si les héritiers constatent qu'il a commis des actes qui vont à l'encontre de sa fonction, il peut arriver que celui-ci soit démis de ses fonctions, mais par le tribunal. Alors, quelles sont ces fonctions-là pour qu'on puisse savoir s'il a agi dans le cadre de ses droits ou pas? L'exécuteur testamentaire n'est pas un héritier. Donc, il n'a pas le droit de disposer d'un bien, en principe. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes désigné comme héritier, exécuteur testamentaire. Vous ne pouvez pas décider de vendre le bien pour vous-même ou alors pour le garder ou pour faire quoi que ce soit. Pour régler des dettes. Pour régler des dettes. Par contre, vous pouvez faire ce qu'on appelle, régler ce qu'on appelle les legs mobiliers. Je prends un exemple. On est dans le cas de figure et on décide, par exemple, de donner la somme de... Le défunt décide de donner la somme de 500 000 à quelqu'un. Donc, il peut vendre certains biens mobiliers parce que, justement, dans le testament, le défunt aura prévu que ces biens-là, ce montant-là, servent à régler les legs mobiliers. Mobilier, c'est-à-dire les biens qui ne sont pas fixes. Donc, tout ce qui n'est pas maison, tout ce qui n'est pas habitation, tout ce qui n'est pas terrain et tout ça. Donc, il peut se permettre de les vendre pour pouvoir faire régler les legs mobiliers. Mais ici, on nous dit qu'il doit régler les dettes. Ce n'est pas foncièrement à lui de régler les dettes, puisque quand on fait le partage, on sait déjà qui a droit à quoi. Et on sait quelle dette vient de tel élément. Justement. Donc, le partage qui a été prévu, il doit exécuter cette volonté-là. Qu'est-ce qui a été prévu à qui? Donc, à partir de ce moment-là, s'il le fait, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, pour pouvoir, comment on appelle, mettre en œuvre une exécution, il a besoin de se déplacer, il a besoin de faire certains actes qu'il estime qu'il y a des dettes, dans ce cas-là, c'est vrai que la succession doit pouvoir régler ces dettes-là. Mais ce n'est pas à lui de prendre la charge de dire que je vends tel bien pour pouvoir régler des dettes. Parce qu'il est en train de diminuer le patrimoine. Et si ce bien-là a été prévu déjà pour un enfant? Donc, ils sont forcément floués. Voilà. Ils ont tout à fait raison d'être floués parce qu'il est en train d'aller au-delà donc, de ses droits. Donc, ils peuvent saisir le tribunal pour que ce acte-là soit annulé parce que, justement, il a agi au-delà de ce qui lui était possible. C'est clair. Donc, au nom de la loi, il faut saisir le tribunal. Le tribunal. Faut pas se faire justice merci. On ne se fait pas justice soi-même. OK. Le testament contredit. La coutume Zobo, contredit la coutume, pardon. Zobo Clément laisse un testament écrit léguant un terrain coutumier à sa fille cadette. La famille élargie s'oppose, invoquant la tradition. Ce terrain est une terre de l'ancêtre, nul ne peut l'aliéner. L'exécuteur veut respecter le testament, mais les sages du village menacent de se réunir pour bloquer la remise du terrain. Un testament écrit peut-il primer sur la
coutume. Et une autre question, quel rôle jouent l'exécuteur dans ce type de conflit? D'accord. Alors déjà, l'exécuteur testamentaire, il joue bien son rôle parce que son rôle, c'est d'attester de la validité ou de la véracité de ce que l'autre voulait, de ce que le défunt voulait. Donc, vu qu'il veut pouvoir permettre l'exécution de sa volonté ou de la volonté du défunt, il va venir être une sorte de garant. C'est pour ça qu'il est l'exécuteur. Donc, en voulant faire respecter le testament, il agit à bon droit. Maintenant, pour la première question, est-ce que le testament écrit peut venir contredire la coutume? En Côte d'Ivoire, on a choisi de mettre la coutume à part et de pouvoir respecter les règles de droit écrit. Donc, à partir de ce moment-là, si la coutume va dans le sens de la loi, il n'y a pas de problème. Mais si la coutume est contraire à la loi, dans ce cas-là, c'est la loi qui va s'appliquer. Mais ici, au niveau du testament, si la question qu'on doit se poser, est-ce que ce n'est pas plutôt le testament ou la rédaction, le bien qu'on a donné, qui a un problème? Ici, on nous dit que c'est un bien ancestral. Est-ce que justement celui qui a fait ce testament-là avait le droit de le donner légalement? Parce que vous pouvez être dans une famille et puis finalement, c'est une terre qui appartient à 10. Et puis vous prenez la terre pour vous-même pour la donner. Donc là, c'est un gros problème. Si par contre, ce n'est pas le cas, que la terre lui appartenait vraiment, que c'est plutôt la coutume qui interdit de donner la terre à une fille, dans ce cas-là, il va au-delà de la coutume, il n'est pas tenu de testament prime. Parce que justement, il aura respecté la loi qui ne fait pas de distinction entre les femmes et les hommes dans l'attribution d'un bien ou d'un bien immobilier, donc d'une terre par exemple. Alors que si le bien ne lui appartenait pas, qu'il a donné à sa fille, dans ce cas-là, tous les autres à qui le bien appartient pourront contester déjà sa propriété sur ce bien-là et puis ensuite faire annuler le testament. Donc la procédure est un peu longue, certes, mais il faut déjà chercher à savoir est-ce que le bien appartenait à celui qui a donné, à celui qui a légué puisqu'il est mort. Donc, si le bien ne lui appartenait pas, pas les ancêtres, la communauté villageoise pourra toujours agir normalement pour contester la propriété en fait de celui qui l'a donné. Mais si le bien lui appartenait, il a agi conformément à la loi. Ça ne va pas toujours nous plaire, mais c'est comme ça. OK. Et on espère aussi qu'il prie beaucoup. Oui, bon, s'il est déjà décédé, c'est pour sa fille, on va dire que sa fille. Non, l'exécuteur. Ah oui. Ah, parce que les flèches peuvent venir de partout. C'est une affaire de terre. Enfin, bref. On poursuit. Le dernier cas. L'exécuteur testamentaire accusé de favoritisme. Le testament lègue des terrains à la Riviera, la personne défunte, lègue des terrains à la Riviera à ses 2 enfants à part égale. Mais Simon, l'exécuteur, vend un terrain pour régler des dettes du défunt. On revient encore sur les dettes. Sans consulter les enfants et cède l'autre à une société immobilière pour gérer par un de ses cousins. Les héritiers dénoncent un favoritisme et un conflit d'intérêts. Et quels sont les devoirs de loyauté de l'exécuteur? Peut-on le révoquer ou demander des comptes en justice? Ça va faire aussi office d'une bonne conclusion pour comprendre ce sujet. Allons-y. Alors, l'exécuteur testamentaire, comme on l'a déjà dit, il agit, il n'a pas le droit de faire des actes de disposition, surtout en ce qui concerne un bien immobilier. Il n'est pas héritier. Il faut bien qu'on le comprenne. Ce n'est pas parce qu'on vous a demandé d'exécuter la volonté de quelqu'un que ça veut dire que c'est à vous de dire qui hérite ou qui n'hérite pas. Donc, vous n'avez même pas le droit de changer la destination du bien. Ça veut dire que si le défunt a écrit et a rédigé son testament, dans le testament, il a dû dire à qui revient tel bien, à qui revient tel bien. C'est là l'intérêt d'un testament. Donc, si vous constatez même des problèmes, ça, ce n'est pas vos histoires. Ce n'est pas vos histoires. Vous respectez, en fait, là, ce qui a été prévu. Après, il aura la possibilité pour d'autres de révoquer, de contester. Celui qui estime un autre héritier qu'il a été floué, il pourra venir contester, mais vous n'avez pas à changer la destination du bien. Et surtout, l'exécuteur testamentaire, quand on lui remet on lui donne en fait ce qu'on appelle la saisine des biens mobiliers, on ne lui permet pas de disposer de biens immobiliers. On peut lui demander par exemple de vendre des voitures, des motos, ce sont des biens mobiliers pour pouvoir régler des legs. Mais on ne lui dit pas de vendre un terrain ou de vendre une maison et de décider de qui va gérer
telle parcelle ou pas telle parcelle, soit par une agence immobilière. Donc là, il est en train de faire du faux. Déjà, au niveau civil, on peut bien sûr saisir le tribunal pour qu'il soit relevé de ses fonctions. Ces cas pratiques existent? Oui, il y a des abus? tout à fait. Il y a énormément d'abus parce que certaines personnes, à partir du moment où on entend exécuteur testamentaire, on pense qu'on a tous les droits, alors que non. Il faut bien tenir compte, il faut bien rester dans le cadre qui est prévu. Parce que si vous n'y allez pas, au fond, vous pouvez être poursuivi plus tard pour abus de confiance. Ou peut-être pour escroquerie si vous faites autre chose. Et même pour vol, si vous soustrayez frauduleusement la chose qui ne vous appartient pas. Donc, il y a des infractions qui peuvent, au plan pénal, vous poursuivre. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ici, il faut reconnaître qu'il faut savoir que les héritiers, ils ont des droits et qu'ils peuvent toujours saisir le tribunal si l'exécuteur testamentaire ne rentre pas dans le canevas pour lequel il a été choisi. Au fond, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier de le dire, ce n'est pas forcément une fonction rémunérée. Oui. Ce n'est pas écrit quelque part que le défunt doit rémunérer l'exécuteur testamentaire. Mais c'est possible que le défunt le prévoit. Il peut prévoir un legs pour celui qui va exécuter, un montant, par exemple, pour permettre ou pour faciliter. Parce que même les montants que la charge va générer sont pris en charge par la succession. Donc, il ne peut pas venir s'arroger le droit sur certains biens pour dire qu'on confisque, qu'on met des pauses ou on décide de faire ça sur certains biens. Il a des droits qu'il doit, des devoirs et des obligations qu'il doit respecter. Il doit, pour terminer peut-être, il doit pouvoir protéger, par exemple, s'il y a des enfants mineurs ou des majeurs incapables, des personnes qui ne sont pas libres d'agir d'elles-mêmes. Ils peuvent demander qu'on appose des scellés sur certains biens pour ne pas que les autres majeurs puissent les dilapider sans que la succession ne soit bien réglée. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il doit pouvoir faire et non s'arroger des droits qu'il n'a pas. Ma dernière question est là, ça est dans ma tête. Il faut que je donne avant qu'on ne puisse terminer. Est-ce une obligation d'avoir un exécuteur testamentaire? Non, pas du tout. Ce n'est pas une obligation? Ce n'est pas une obligation. Et on peut en avoir un ou plusieurs. Par exemple, le défunt de son vivant peut décider d'un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires à qui il donne un rôle bien précis. Mais tout cela, quand ils agissent pour l'ensemble de la succession, on dit qu'ils sont tenus solidairement. Ça veut dire quoi? Que s'il y a un problème, vous tous, tout le monde. Vous réglez ensemble. Voilà. Donc, on est libre. Mais quand on veut choisir, il faut faire attention à qui on choisit. Et il ne faudrait pas que cette personne ait une double casquette au moment où on n'est plus là pour s'arroger. Puisque s'il est le seul à connaître le contenu, ça peut être compliqué. Donc, si vous choisissez un exécuteur testamentaire, ça, c'est vraiment un conseil personnel, autant que ce soit un testament fait par acte authentique ou par un testament mystique. Parce que si vous l'avez rédigé de votre main, que par extraordinaire, celui-ci imite votre écriture, bon, voilà. Vous imaginez un peu ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il faut bien regarder la personne qui est en face de vous. Exactement. Et surtout bien cerner cette personne qui sera le gardien. Voilà, le garant de votre dernière volonté. Exactement. Sandrine Adon, merci. Oui, je vous en merci prie. beaucoup, ça a été un plaisir. Ouais. Demain, on est ensemble encore? Oui, bien sûr. Ça sera notre dernier sujet de droit demain, de droit de la famille. Bien sûr. C'est un beau marathon qui a commencé depuis octobre de l'année dernière. Et puis on est là encore. Oui. Il reste quelques jours. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Gerson Boussou et à toute son équipe. Merci à chacune des personnes ici dans ce studio. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver demain pour la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Forcé. Merci, Sandrine Adon. Toujours un plaisir. Partagez.